Maintenant, la partie désagréable pour nous, chirurgiens, c'est l'impact médico-légal de nos complications. Et Bertrand de Bonneau et Hugo Marty ont fait un travail très intéressant grâce à la MACSF d'extraction de données à partir de dossiers de complications. Bonjour. Et Madame Delahaye va pouvoir nous donner la composante plutôt juridique, l'interprétation de tout ça par les assureurs, ainsi que le coût de ces complications. Merci. Ok, donc effectivement, on s'est penché sur les conséquences médico-légales et on remercie la MACSF. Pour être honnête, on avait aussi demandé à la CHAM, qui n'était pas contre, mais ils ont un système de classement un peu différent, peut-être un accès à leurs data moins facile, peut-être un peu plus d'interrogations, alors qu'avec la MACSF, depuis plusieurs années, on fait des travaux fructueux, aussi bien dans cette enceinte qu'à la Société française de neurochirurgie, et puis on a fait quelques papiers, donc c'était plus facile comme contact, mais la CHAM n'était pas contre, ce qui fait qu'il y a quand même un biais. De toute façon, quand on commence à discuter, on va vous montrer une photographie de finalement l'impact des plaintes médico-légales concernant les complications des chirurgies d'orifice dégénératif pour la MACSF, c'est-à-dire un peu plus de 300 neurochirurgiens, dont 125 neurochirurgiens libéraux, hein, on est 150 neurochirurgiens libéraux, donc ça fait quand même une bonne proportion des neurochirurgiens libéraux qui font une partie importante de leur activité en rachis, plus de 90%. Et puis il y a la MACSF assure plus de 1400 autour de 1400 orthopédistes. Et c'est très difficile pour eux de savoir qui fait du rachis exclusif, qui est de plus en plus, mais qui a encore une activité mixte. Donc, encore une fois, c'est très difficile et ce serait peut-être un jour intéressant de croiser, si on veut parler de complications médico-légales, les données des assureurs avec les données plutôt qu'on vient d'entendre, parce qu'on ne peut pas finalement les rapporter à une casuistique par un établissement, par un chirurgien, par une région. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est ça qui biaise toujours. Donc en fait, on va vous proposer une photographie de plusieurs années de plaintes colligées par la MA et gérées par la MACSF. Donc je vous donne quelques mots sur le médico-légal. Hugo Marty, qui était fellow à Versailles pendant 6 mois, on a été heureux de l'avoir, va vous donner des données chiffrées, puisqu'on a passé pas mal de temps dans les locaux de la MACSF à la Défense. Et puis on a Madame Delahaye qui va nous montrer comment est-ce qu'un assureur peut compenser 2 cas. Et vous verrez que je suis très heureux qu'ils aient accepté de parler argent, parce que c'est des impacts considérables. Là, évidemment, ce sera sur des dossiers fautifs. Et vous verrez aussi, même quand c'est pas fautif, c'est l'ONIAM, donc c'est nous, hein, en tant que solidarité nationale, et ça représente des sommes extrêmement importantes. Donc on a repris tous les dossiers de complications neurologiques de la MACSF entre 2015 et 2022. On a analysé ces dossiers sous clause de confidentialité, Hugo et moi-même, l'été dernier. On a débriefé longuement avec Thierry Ouselstein et puis Carole Gerson, qui sont les médecins assureurs. Et puis Carole Gerson a refait un dernier tour, parce que c'est des procédures qui sont assez longues, il y a quelques semaines, pour avoir les données les plus actualisées des dossiers qui n'avaient pas de conclusion. Très vite, je vous rappelle qu'en France, on a un système depuis 2002 et la loi Kouchner qui permet aux patients, on met de côté les procédures amiables. Dans notre discipline, il y en a très peu par rapport à d'autres disciplines, de faire une procédure classique devant la juridiction compétente. Hein. Pour les libéraux, c'est du droit civil. Pour les hospitaliers, c'est administratif. Il y a une expertise et puis un jugement. Et puis on voit s'il y a une faute ou s'il n'y a pas de faute. Ou du moins, et par contre, on a aussi, depuis la loi Kouchner, la possibilité d'aller devant un système que vous connaissez tous, à une commission. Il faut des critères pour y rentrer. Et après une expertise contradictoire, il y a une décision de la CCI qui donne un avis. Soit il y a la responsabilité du praticien cartenu ou de l'établissement, ou mixte, soit on décide que c'est un accident médical non fautif, un aléa, et puis soit il y a d'autres cas, parce que par exemple la CCI estime que le dossier ne remplissait pas les critères et a posteriori dit qu'elle est incompétente. Ça pose le problème de l'aléa, hein. C'est à la fois quelque chose qui est compliqué à comprendre, mais on critique beaucoup la CCI, c'est ce que je disais hier à l'atelier, mais il faut quand même reconnaître que c'est pas forcément si mal qu'on ait en France un système qui reconnaisse qu'un patient peut avoir une catastrophe dans sa vie, mais qu'il n'y a pas forcément un fautif humain, et en particulier pas le chirurgien. Par rapport à avant, ça évite. Certes, c'est chiant de recevoir des papiers de la CCI, certes, c'est chiant d'aller aux expertises, et on le vit mal en tant que praticien, mais globalement, ça permet quand même que la solidarité nationale prenne en charge des dossiers catastrophiques sans partir sur des années de procédures, des batailles d'avocats, ce qui était le cas avant la loi 2002. Et bon, bref, c'est pas si mal que ça, alors que souvent, nous, en tant que praticiens, bien sûr, dans notre ego, on le vit mal. Mais il faut pour ça, pour parler d'aléas et que là soit reconnu, il faut qu'il y ait des critères, il faut qu'il y ait des discussions importantes sur le critère d'exceptionnalité de ce critère. Et c'est un problème qui n'est pas toujours très simple à définir. Je vous montre 2 cas avant de passer la parole à Hugo. Et qui montre que pour 2 dossiers très différents, on peut avoir
des évolutions, des conclusions différentes pour un aléa thérapeutique. Une femme de 58 ans qui a une myélopathie cervicaire arthrosique, un hypersignal identifié, elle fait une tétraplégie post-opératoire, elle récupère de façon assez mal. L'expert conclut et écrit dans toute lettre dans son expertise fréquence de la complication 8%, parce qu'il y a une discussion pas complètement close sur ce qui est quelque chose d'anormal et d'exceptionnel, autour de 5%, généralement inférieur à 5%. L'expert conclut un aléa thérapeutique, suivi par la CCI, et on décide que c'est la solidarité nationale qui va prendre en charge ce patient, et le patient va recevoir une somme importante. Le même cas quasiment, avec une même conclusion par l'expert aléa thérapeutique. La CCI conclut néanmoins que compte tenu des antécédents du chirurgicaux du patient, peut-être parce qu'on estime qu'il y a un état antérieur et que la myélopathie connue et évolutive, le juste d'évolution spontanée et de complications procédurales pouvait s'élever à plus de 20%, le patient ne recevra rien parce que la CCI se déclare incompétente. C'est ce qu'on est au-dessus du critère d'exceptionnalité qui fait la division de l'aléa pour la CCI. C'est difficile à comprendre au départ. Et ça paraît injuste. Bon, après, le patient va pouvoir repartir sur une autre juridiction. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est parfois surpris par les décisions quand on est des praticiens et qu'on se retrouve face au droit. Donc, je passe la parole à Hugo qui va nous décrire la série. Bonjour à tous. Je vais vous décrire la série de cas qu'on a pu étudier l'été dernier. Donc, on a pu travailler sur 222 dossiers de patients expertisés entre 2015 et 2022 pour des complications neurologiques. L'âge moyen était de 54,5 ans, il y avait une répartition aux femmes équitable. Le BMI moyen était de 26 avec donc un léger surpoids, tout de même un quart de fumeurs. Et surtout, il faut noter qu'il y avait 32%, ce qui fait presque un tiers des patients qui avaient un antécédent de chirurgie du rachis. Il y avait une grande majorité de chirurgie lombaire pour 76%, 22% de cervicaux et les anecdotiques chirurgie en région thoracique. Une majorité de chirurgie à implant avec 64% de dossiers avec mise en place d'implants. Les chirurgies initiales étaient réparties de la façon suivante, avec donc une répartition qui correspondait globalement à l'activité française de chirurgie du rachis, avec 28% de fusion courte, 19% de cervicale antérieure, de la décompression isolée pour 18% et de la hernie pour 16%. Une réintervention a été nécessaire pour 62% des cas. Nous avons classifié les nouveaux déficits neurologiques apparus en post-opératoire de la façon suivante. Les syndromes de la queue de cheval, qui était la part la plus importante avec 41% des cas. Ensuite venaient les déficits monoradiculaires du membre inférieur isolés pour 30% des cas. Et puis, pour 15% tout de même, les gravissimes tétraparésie ou tétraplégie post-opératoires de chirurgie cervicale qui sont, on va le voir, extrêmement coûteuses. Le choix de la juridiction par les patients sont orientés majoritairement vers la CCI, ce qu'on peut comprendre du fait de la facilité d'accès à la procédure, de sa rapidité et de sa gratuité, avec 70% de cas en CCI, très peu de procédures à l'amiable, au nombre de 2 dans la série. Le délai chirurgie-plainte était de 35 mois, ce qui fait un peu plus de 3 ans. Et entre la chirurgie et la décision finale, 51 mois, un peu plus de 4 ans, ce qui fait qu'il fallait en tout un peu plus d'1 an pour avoir une réponse à sa plainte, souvent par la CCI. Ensuite, on a pu analyser les datas des expertises, et donc c'était les datas issues de la conclusion de l'expert, qui sont des datas qui sont explicitées de façon assez codifiée par la nomenclature d'Intillac, qui sépare donc des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qui peuvent être permanents ou transitoires. On a essayé d'extraire ceux qui nous paraissaient les plus pertinents. Donc le déficit fonctionnel permanent, qui était en moyenne de 28,8% dans la série, 33% pour les queues de cheval, 42,8% de déficit fonctionnel permanent pour les tétraplégiques. La souffrance endurée était de 3,7 sur 7 en moyenne. Et il faut noter que 48,2% des cas, il y avait une nécessité d'une tierce personne
et dans 59% nécessité de dépenses de santé futures. La conclusion de l'expert était pour 72% des cas un acte médical non fautif et pour 25% des cas une faute du praticien. Cela différait de la décision finale de l'instance juridique dans la mesure où 18% des cas étaient des incompétences ou un rejet de la part de la juridiction et aussi 4% de dossiers classés sans suite. Dans la majorité des cas, le tribunal sinon suivait la décision de l'expert. Ces décisions classées comme autres, donc l'incompétence de la juridiction ou le rejet, étaient décidées de cette façon par la juridiction puisque les critères n'étaient pas atteints, notamment les critères de gravité ou d'exception, ou alors que le préjudice était considéré comme une évolution de la maladie, ou qu'il y avait une prescription de l'action, ce qui ne voulait pas dire que le dossier était fermé puisque les patients avaient la possibilité de porter plainte à nouveau sur une autre juridiction, par exemple. Et ensuite, les dossiers sans suite par décès du patient ou abandon de la procédure qui pouvaient tout à fait être relancés. On en vient donc au détail des accidents médicaux considérés comme étant non fautifs, avec deux grands postes, les syndromes de la queue de cheval avec 44 cas, dont 15 par mécanisme considéré comme étant un hématome épidural et 11 étirements radiculaires. Les monoparésies viennent ensuite avec 11 cas d'étirement radiculaire et 10 malpositions d'implant qui ont été considérées comme étant des aléas. Venaient ensuite les tétraparésies qui étaient en majorité des décompensations de myélopathie, les paraparésies sur hématomes épiduraux, puis on avait aussi 5 cas de monoparésie autres et 5 cas de lésions du récurrent sur les voies antérieures par lésion d'étirement. Concernant les cas fautifs, on les a répartis en 3 catégories, donc les défauts de stratégie, donc les défauts préopératoires, les défauts péropératoires qui sont les défauts de procédure et les défauts post-opératoires qui concernaient la prise en charge et le suivi. Les défauts de stratégie étaient au nombre de 6, ce qui est le plus faible des 3, avec finalement une seule plainte pour défaut d'information, ce qui montre que cette partie-là a été acquise par les chirurgiens du rachis et tout de même 4 cas d'indication qui ont été non conformes et qui ont abouti à des paraparésies post-opératoires. Il s'agissait pour la majorité des cas de laminectomie isolée réalisée sur des hernies thoraciques. Ensuite venaient les défauts de procédure avec 10 cas de malposition d'implant et 9 cas de maladresse du chirurgien. Qui aboutissait à 7 tétraparésies et 6 syndromes de la queue de cheval, puis les défauts de prise en charge avec 21 cas à nouveau et une majorité, au nombre de 17, de retard de réintervention dans les suites d'un hématome qui aboutissait en général à un syndrome de la queue de cheval sur des chirurgies lombaires. Je vais laisser la parole à Madame Delay pour la partie juridique et assurantielle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Delay, je travaille à la MACSF depuis 25 ans. J'ai 15 ans d'expérience au sein du service corporel aux enjeux, où j'ai affaire à des dossiers de responsabilité médicale notamment, dont l'enjeu est supérieur au moins à 400 000 €. C'est le critère du transfert pour faire partie des graves. Je vous remercie de m'accueillir ici aujourd'hui pour parler un petit peu de l'indemnité. C'est une matière que j'aime beaucoup et je suis ravie de venir la partager avec vous aujourd'hui. Alors pour illustrer un petit peu le coût de l'indemne, on a choisi de retenir 2 dossiers, un syndrome de queue de cheval et un dossier de tétraplégie. Je vais vous illustrer les cas en vous présentant l'évaluation médico-légale du dommage et après combien ça coûte. Et après, je vais vous donner quelques éléments des contraintes auxquelles nous sommes confrontés en matière de réparation du dommage corporel. Alors mon premier cas concerne un syndrome de queue de cheval. Nous avons retenu un patient âgé de 48 ans, marié, 4 enfants dont 2 à charge. La profession exercée au moment des faits, il est responsable d'une société de services à domicile. Il habite une maison de plein pied dont il est propriétaire. C'est une donnée importante pour les frais de logement. Alors au stade de l'évaluation médico-légale, l'expert retient un dossier 100% fautif, 0% de perte de chance aussi. Le patient a un taux de séquelles fonctionnelles de 55%, ce qui entraîne au niveau des conséquences pour lui un besoin en aide humaine permanente de 11 heures par semaine, une inaptitude à l'exercice de sa profession antérieure, mais néanmoins une possibilité de reclassement. Le juriste se dit qu'il va peut-être pouvoir en faire quelque chose,
des soins viagers, la nécessité d'aménager son logement, son véhicule. Et puis à côté de ça, on a tous les préjudices dits dans notre jargon extra-patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui portent atteinte au bien-être de la personne. La souffrance physique, morale, le préjudice esthétique, l'agrément, le préjudice sexuel, la gêne dans les actes de la vie courante. Alors combien il coûte ce dossier? En matière d'indemnité, toujours pour un 100% fautif, comme je vous l'ai dit en début de propos. Alors, les séquelles fonctionnelles, 210 000 €. Les dépenses de santé, qui englobent les dépenses de santé de soins entre la date du fait générateur et la consolidation, et puis la quantité de soins en viager, 240 KE. La perte de salaire, 800 KE. L'aide humaine, 450 KE. L'aménagement du logement et du véhicule, 125 KE. Et les préjudices personnels pour 175 KE. On a un total de 2 millions d'euros, dont 230 KE qui vont revenir à l'organisme social qui a pris en charge la quasi-totalité des soins dans ce dossier-là. Donc 2 millions sur un syndrome de queue de cheval, avec les conclusions que je vous ai exposées. Le deuxième va concerner un dossier de tétraplégie. Là, ce que nous avons retenu, toujours un dossier 100% fautif, pas de perte de chance. Une patiente âgée de 42 ans, mariée, 4 enfants dont 3 à charge. Elle est auxiliaire de vie à domicile. Elle habite au premier étage d'une maison, mais cette fois-ci en location. Les conclusions médico-légales de l'expert qui examine la victime sont les suivantes. Un taux de séquelles de 85%. Donc là, on n'est plus chez nous dans le corpo grave, on est dans un dossier majeur. L'aide humaine permanente, 26 heures par jour, parce que parfois il faut être deux. L'aide à la parentalité est retenue, c'est-à-dire on va quantifier aussi le besoin d'aide pour élever les enfants, parce que madame ne peut plus le faire, en tout cas pas au niveau... parce qu'elle a besoin des 26 heures pour elle, en fait, donc il faut en plus de l'aide pour ses enfants le temps qu'ils soient élevés. Et l'expert rajoutera aussi une vingtaine d'heures à l'année, en fait, pour les démarches administratives. Une inaptitude totale à l'exercice de toute activité professionnelle, des soins viagers avec de l'appareillage à renouveler, l'aménagement de son logement, de son véhicule, et puis, comme je vous indiquais tout à l'heure, les préjudices à caractère personnel qui portent atteinte au bien-être. Alors, combien ça donne? Quel est le coût d'un dossier de tétraplégie pour une femme de 42 ans qui ne peut plus travailler avec un besoin de tierce personne de 26 heures sur 24, parce que parfois il faut être deux pour s'en occuper? Les séquelles, 445 KE. Les dépenses de santé, 1,7 million d'euros, dont 1,1 million en viager. La perte de salaire s'élève à 900 KE dans ce dossier-là. L'aide humaine, 8,9 millions d'euros sur une enveloppe de 12,2. Vous voyez ce que ça représente, l'aide humaine, c'est important. C'est le poste qui coûte le plus cher à la MACSF et chez toutes les compagnies d'assurance. L'aménagement du logement, du véhicule, 500 KE. Les préjudices personnels, 200 KE. Donc, un dossier fautif avec une tétraplégie, on est sur une indemnité de l'ordre de 12 millions d'euros, dont 1,5 qui va revenir à la CPAM. Alors, un petit tableau récapitulatif sur mes deux cas pour vous présenter un petit peu les contraintes que nous avons à faire dans cette matière. L'aide humaine. Alors pour l'aide humaine, il faut savoir qu'on ne paye pas sur présentation des factures, par exemple. Une fois que le médecin il a évalué le besoin, le juge va dire que le besoin est indemnisé. Le principe de la réparation, c'est de faire une réparation intégrale. Donc même en l'absence de facture, à partir du moment où le besoin est reconnu, 26 heures sur 24, plus l'aide à la parentalité, plus l'aide aux démarches administratives, eh bien il va falloir liquider chaque heure de TP retenue. Combien ça coûte une heure de tierce personne aujourd'hui? Vous avez peut-être tous une femme de ménage, vous faites peut-être appel à des prestataires de services, 25, 26 euros, 24. Alors quand on n'a pas de facture, on arrive à s'en sortir avec un montant autour de 20 euros, et c'est ce que j'ai retenu pour vous faire la présentation ici, parce que c'est ce qu'on a aussi dans nos dossiers. La dernière condamnation à laquelle je suis exposée dans un dossier à fort enjeu, mais qui concerne un dossier auto, mais juste pour bien expliquer pourquoi ça coûte si cher, on est condamné à 26,30 € de l'heure dans un dossier où il y a une tierce personne qui est retenue de 24 heures sur 24. On a du mal à se défendre en fait sur ce poste de préjudice, dès lors que le besoin est retenu et qu'on constate qu'au niveau de l'organisation, en fait on ne s'occupe pas de l'organisation mise en place à domicile, on s'occupe simplement du besoin et on y affecte un coût horaire. Donc on a du mal, même en allant transiger chez les avocats, à avoir des coûts en dessous de 18-20 € de l'heure. Donc ça, c'est la contrainte pour l'aide humaine. Il faut savoir que pour toute la partie échue, ça peut être choquant. On ne peut pas déduire les aides fiscales à laquelle elle a pu prétendre, par exemple, parce que sinon, le préjudice n'est pas réparé intégralement.
Donc voilà, on a affaire à des contraintes qui sont fortes, et c'est aussi le poste de préjudice, l'aide humaine, qui, ces 15 dernières années, a doublé. Aujourd'hui, quand on paye 20-22, il y a 15 ans, on était moitié moins. Alors la perte de salaire. Vous vous souvenez, j'avais 2 situations. J'avais ma première victime, syndrome de queue de cheval, avec une possibilité de reclassement. Mais ma victime, quand elle est consolidée, elle a un petit peu plus de 50 ans. À cet âge-là, les juges ne vont pas regarder si la victime a cherché à se reclasser et vont lui accorder sa perte de salaire en temporaire jusqu'à sa date de départ présumée en retraite, 62, 64, 67 ans en fonction du métier d'origine. Donc on va payer la perte de salaire à plein sans déduire une capacité restante, même si elle a été décrite par l'expert. Donc ça, c'est ce que le juge accorde. Alors, ce qu'on privilégie au sein de la MACSF, c'est bien sûr d'aller transiger. On a un service d'inspecteurs qui nous permet d'aller négocier le montant des indemnités pour continuer de donner du crédit en fait, à la capacité restante retenue par les experts dans les conclusions médico-légales. Donc, dans ce dossier-là, on a payé la perte de salaire jusqu'à le départ en retraite présumé, et puis on paye aussi l'impact sur la retraite qu'on fait calculer par les organismes de retraite que nous avons tous. Dans le second dossier, le dossier de tétraplégie, madame a 42 ans au moment des faits. Lorsqu'elle est consolidée de 3 ans plus tard, les juges retiennent qu'à cet âge-là, en fait, on ne peut pas là, faire un calcul en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va payer sa perte de salaire en viager sans s'occuper de ses droits à la retraite futurs parce que nous sommes trop loin de sa date présumée de départ. On est en dessous de 50 ans en matière de jurisprudence, surtout du côté du juge judiciaire. Le dossier est plié, c'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de s'en sortir, la perte sera réglée en viager. Ça peut sembler anormal parce que, vous allez me dire, elle n'a pas de capacité restante, d'accord, on paye jusqu'à la date de départ en retraite, mais ça mériterait quand même, au stade de la réparation purement indemnitaire, c'est-à-dire payer rien que le préjudice, d'avoir un calcul minoré à l'âge de départ présumé à la retraite, où nous savons tous que nous avons une décote. Les dépenses de santé. Alors, poste conséquent, on paye pour le futur. Le critère pour la dépense de santé future, c'est que la dépense doit être certaine ou prévisible. La dépense certaine ne pose pas de difficulté. La dépense prévisible, moi, m'en pose une sérieuse. En tout cas, au sein de MACSF, on y accorde beaucoup d'attention. Une dépense prévisible ne sera peut-être pas engagée par le débiteur, c'est-à-dire ni la victime, ni l'organisme social qui nous la réclame. Du côté des caisses, même si les dépenses de santé ne sont pas évaluées dans les rapports d'expertise, ça peut arriver parfois, on a des rapports parfois incomplets sur ce poste qui est très lourd à détailler, il faut savoir que la caisse produit des attestations d'imputabilité par ses médecins conseils, autrement dit, elle fait sa preuve elle-même. Donc on a toutes les peines du monde à se défendre de ces attestations. Il nous faut des médecins compétents et bien entendu on les sollicite, on est très vigilants, mais c'est en matière de dossier de responsabilité civile professionnelle, c'est le 2e poste en jeu chez nous. Il représente beaucoup de provisions techniques. Sur le logement et le véhicule, alors le logement, je vous ai dit pour le dossier de tétraplégie, madame est locataire. Dans un dossier comme celui-là, la jurisprudence nous condamne à l'acquisition du logement, c'est-à-dire qu'on enrichit son patrimoine parce que les juges indiquent que la réparation est intégrale et celle-là. On ne doit pas regarder si la demande est légitime, on doit simplement regarder si la réparation est intégrale. Et donc, dans ce type de dossier, même lorsque le patient est locataire au moment des faits, on est condamné du coup à payer l'acquisition du logement plus le handicap. Et bien sûr, ce logement doit correspondre aussi à la composition de la famille. Là, il y a 4 enfants. Donc, ça peut aller très vite et c'est le cas dans ce dossier. Le plus gros dossier en matière de frais de logement, je suis sur un budget d'1,8 million pour 3 enfants, en étape aussi relationnelle, où là, l'avocat du recours nous indique que, bien entendu, on ne peut vivre que sur un plein pied et nous demande 200 mètres carrés au sol, pas d'étage pour les enfants, bien entendu, c'est pas possible, personne n'a d'escalier chez soi. Enfin, voilà. On a vraiment des contraintes que peut-être vous n'imaginez pas, mais auxquelles nous, on est confrontés. Et bien sûr, on y fait attention. Sur les frais de véhicule, on paye en fait le surcoût. Oui, j'ai bientôt terminé. On paye le surcoût lié à l'aménagement du véhicule et le surcoût lié à cet achat qu'on renouvelle tous les 7 ans. Ce n'est pas un poste de préjudice qui pose beaucoup de difficultés. Les préjudices personnels, ce n'est pas un poste à enjeu chez nous. Je vous donne simplement le montant pour illustrer mon propos.
Ce qu'il faut rajouter à tout ça, c'est bien sûr la victime indirecte qui va pouvoir prétendre, les enfants mineurs comme le conjoint, enfin s'il reste, à un préjudice d'affection et puis bien entendu de forfait de gestion. Je vous remercie messieurs de votre attention. Bonne journée. J'ai juste deux diapos. Merci pour cet exercice de transparence qui, je trouvais, qu'il était extrêmement pertinent et vous nous avez bien expliqué comment ça se passe. À la fin, quand on est parfois praticien, on oscille entre déclarer le patient comme son ennemi, comme on l'avait vu par un chirurgien dans cette archive du New York Times, ou alors de dire comme Shakespeare, la première chose à faire, c'est de tuer tous les avocats. Et il faut essayer d'éviter cela et d'essayer de ne pas donner de bâton pour se faire battre, encore une fois, ne serait-ce que pour nous, notre plaisir à faire notre métier, mais aussi pour nos patients avant tout. Je reviens sur deux choses pour finir. Quand on regarde les dossiers à faute, on a quand même deux grands pics. Un, dans la procédure, malposition d'implant, presque un quart des dossiers. Et puis deux, retard à la réintervention sur hématome. Sans reprendre la liste, on en a parlé beaucoup hier au workshop de la MACSF, mais retard à la réintervention sur hématome, c'est 17 dossiers sur 48 plaintes. Retard à demander une IRM, retard à réintervenir. Et ça, c'est malheureusement lié à des choses de notre réalité. Opérer beaucoup, opérer dans plusieurs établissements, finir tard. Et éventuellement aussi un petit pic des opérateurs du vendredi, même si la MACSF a du mal à nous le dire en face. Et c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse en tant que praticien, en particulier en tant que praticien libéral. On ne choisit pas forcément ses journées opératoires et parfois on est sur plusieurs établissements. Mais quand on finit à 18h et qu'on fait la visite avant de rentrer chez soi et que le patient ne bouge pas tellement son pied en salle de réveil, on a tendance à faire foi aux dieux corticoïdes et espérer que tout se passe bien et on fait une IRM le lendemain. Et malheureusement, c'est là où ça casse, quoi. Et pour les malpositions d'implant, on marche sur une glace fine en ce qui me concerne en 2024. Est-ce qu'en tant que praticien, on ne doit pas aller demander à sa direction d'acheter un outil qui permette de mettre des vis de meilleure qualité? On n'est plus il y a 20 ans, on sait maintenant, c'est publié, ce que les imageurs péropératoires et les navigations nous aident, même si ce n'est pas 100%. Et je pense que c'est un vrai sujet. Donc, juste pour finir, je vous montre juste cette diapo parce qu'il y a aussi, on a parlé d'aléas dans les cas, mais il y a des aléas dans les expertises. Et ça, on est face à des experts qui sont aussi des hommes, qui regardent votre dossier, s'il est bien tenu, s'il n'est pas bien tenu, qui ont leurs propres écoles, leurs propres avis, leur propre expérience d'expert, jeune expert, vieil expert. Deux dossiers, encore une fois. À peu près la même histoire d'un recalibrage lombaire, un par voie unilatérale, un par voie unilatérale mais bilatérale, 2 fois par quadrant Miss. Un qui se finit par un syndrome de la queue de cheval incomplet par une lésion durale et avulsion radiculaire pendant le fraisage. Le chirurgien le décrit objectivement dans son compte-rendu opératoire. La même chose pour le deuxième, avulsion radiculaire directe pendant le fraisage. Des DFPA 30, des souffrances en durée importante, des préjudices sexuels, etc. Conclusion du premier expert, accident médical non fautif, texto, échappé d'instrument malgré un geste normalement conduit. Le tribunal suit et c'est une compensation par la solidarité nationale. Exactement le même cas, sans doute parce que il y avait un patient qui était un peu vite, des lettres automatisées, un compte-rendu qui a été modifié, tout peut-être que parce que le chirurgien, immédiatement après, avait fait un compte-rendu automatique, mais qu'après, une fois que ça s'est parti en live, il a refait son compte-rendu, mais c'était déjà parti par l'ordinateur. Bref, il y avait 2 comptes-rendus différents dans le dossier, qu'il n'est pas passé tout de suite et que ça a énervé l'expert. L'expert conclut, il s'agit d'une maladresse technique de la part du chirurgien qui aurait dû avoir la maîtrise de l'usage de la fraise qu'il utilisait. La responsabilité, on revient à l'opérateur, faute. Et vous savez, on vient de voir combien coûte un syndrome de la queue de cheval pour l'assurance, et donc pour nous, en tant que communauté de payeurs de cette assurance. Donc il reste quand même, c'est la vie, hein, des variabilités. Les experts sont des hommes, les chirurgiens sont des hommes, et derrière tout ça, il y a les patients. Et ce qu'on a intérêt à faire, c'est à chaque étape de ce voyage du patient vers la guérison, donner le moins de prise possible à une faute. Et ce n'est pas toujours très simple, parce qu'on est quand même des méta-responsables. Merci.